moi, l'IA responsable, tu es éthique, pas éthique, whatever. Tu sais, moi, ma blonde est médecin. On a une limite de l'IA qui est pas à la même place. Tu sais, moi, j'essaie de pousser beaucoup de choses, puis comme, non, on va pas mettre telle donnée là, on va pas faire telle affaire. Puis moi, je suis comme, non, mais c'est sécurisant en arrière, comme je vois pas là, je suis pas game. Ça dépend sur la confiance qu'on a. Je trouve que c'est une perspective critique. On campe trop vite les discussions sur l'IA dans deux camps, entre les personnes qui veulent accélérer ou les personnes qui lèvent le drapeau en disant attention. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on essaye de faire les deux en même temps. Sam Altman avait dit, il n'y a pas de secret professionnel. Il disait, ben, si vous dites des choses, vous n'êtes pas protégé. TikTok, par la suite, Instagram a adopté aussi ce type d'algorithme qui s'adapte tellement rapidement à nos faits et gestes. Il y a quelque chose de très, très troublant. En fait, il faut prendre conscience du fait que ce qui nous est servi, c'est ce qu'on envoyait comme signal, comme quoi ça nous intéresse. Les nouvelles, les médias avant, c'était ça. C'est, hey, ça a de l'importance du point de vue de quelqu'un. C'est diffusé. Donc, je vais m'y intéresser, même si c'était pas moi qui ai choisi de m'y intéresser. Que maintenant, on peut plus se fier à ça. Fait qu'il y a l'effet bubble. L'algorithme te réconforte dans ta propre pensée. Voilà. On a des balises d'IA Radio-Canada qui sont très claires en tant que média public pour prendre soin de cette relation de confiance, avoir une personne toujours en contrôle, qui est responsable de toutes les décisions. La crainte, elle est plutôt au niveau de jusqu'où on va déléguer notre autonomie ou responsabilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Il y a du neuf, le podcast où on explore ensemble comment l'intelligence artificielle façonne nos vies quotidiennes et nos industries. Je suis Laetitia Constantin, développeuse web et IA chez Explorer et je suis accompagnée de mon collègue Rémi Dion, VP et cofondateur. Salut Rémi. Salut Laetitia. Comment ça va? Ah, très bien. C'est excitant de voir toute la fébrilité à l'événement ici. Exact. On n'est pas dans nos studios habituels aujourd'hui, on enregistre à All In, l'un des plus grands événements en intelligence artificielle du Canada. C'est 6000 personnes attendues, 150 conférenciers, 40 pays mis à l'honneur, non, mais 40 pays différents aujourd'hui qui sont représentés. Et pour innover, on est en compagnie de deux personnes incroyables aujourd'hui, donc Chloé Sandervorst avec nous, réalisatrice chez Radio-Canada, et Jean-Luc Sancartier, VP chez SBI. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour commencer, on a pour habitude de poser la question qui vous êtes et où est-ce que vous travaillez? Donc je vais commencer par toi Chloé. Qui tu es et comment tu es arrivée à Radio-Canada? Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Très heureuse de vous rencontrer ici tous les trois dans cet endroit assez unique. Peut-être pour décrire la scène aux personnes qui nous écoutent en ce moment, on est comme sur un toit au milieu d'un container. au milieu de All In. Alors on sent vraiment l'effervescence de l'écosystème de l'IA qui nous entoure. J'oserais pas dire qu'on domine parce que ça bouge tellement vite, mais je pense qu'un point commun qu'on a, Jean-Luc et moi, c'est d'être vraiment passionnés justement par ces changements, tenter de les comprendre et de voir comment on peut les intégrer dans nos pratiques. De mon côté, ça se passe dans les médias. Tu l'as dit, Laetitia, je travaille à Radio-Canada comme réalisatrice à la radio. Mais on le sait aujourd'hui, la radio, les médias, tout ça devient fluide, poreux, le multiplateforme. Donc, je touche beaucoup au numérique, autant comme chroniqueuse aussi en culture numérique qu'en essayant justement de tester tous les outils d'IA qui commencent à rentrer dans notre coffre à outils et de voir comment on peut les utiliser. Donc, j'ai développé des émissions spéciales, par exemple, à la radio sur l'IA et avec l'IA. Donc, à la fois, le but était de développer des conversations avec le public autour de ces technologies, de se l'approprier, mais de voir aussi comment, quand on crée une émission aujourd'hui, est-ce que du clonage vocal, ça a sa place ou pas, à quelles conditions. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je suis très intéressée par le côté apprentissage. Je suis quelqu'un de curieux, j'aime apprendre. Alors l'IA, ça nous donne mille opportunités de le faire. Apprendre ensemble aussi. Je suis chargée de cours à l'UQAM en IA et journalisme à l'école des médias. Et puis tout nouvellement aussi à l'école supérieure de journalisme de Lille aussi en intelligence artificielle et journalisme. Donc toutes les questions qu'on se pose en ce moment, j'aime plonger dedans puis voir où ça nous mène. Ça c'est comme le petit parcours express. Ok, incroyable. Et Jean-Luc, à ton tour. Le problème, c'est que je passe après toi. Fait que c'est sûr que mon background est moins impressionnant. Mais j'ai travaillé dans les médias. J'ai travaillé chez Québécois, j'ai travaillé chez Astral, Musique Plus. Back in the day, pour les plus jeunes, c'est comme s'il y avait des vidéoclips YouTube à la TV puis t'attends. C'est un peu weird. Mais Jean-Luc Sancartier, j'ai plusieurs rôles. Fait que mon rôle pas vente, c'est VP Adoption AI Data chez SB. On est une firme de conseil qui fait data AI comme pas le choix, on est ici. Puis EPM, donc la performance financière, qu'on aide des entreprises. Autant en staffing. Staffing, c'est qu'on prête des gens de super qualité à des entreprises pour développer leurs projets en data en AI. Et on fait aussi des projets, comme la moitié des boots qui sont ici aujourd'hui. On les salue. Sinon, avant chez SB, j'étais une startup qui s'appelle Google.
à Montréal. Une petite Donc, start-up. Une start-up, c'est nouveau, là, des bureaux à On côté. connaît pas trop. Ouais, c'est une pizzeria aussi au 14e, c'est spécial. Où est-ce que je suis en charge d'une équipe de AI et de data en vente. Avant ça, une autre compagnie qui est ici chez Move. Et avant ça, j'ai fait toutes les compagnies médias du Québec, sauf Radio-Canada. Et pour l'histoire, pourquoi? Parce que j'ai pas de bac. Fait que je peux pas travailler chez Radio-Canada parce que j'ai pas de bac. Quand même trop. Sinon, je suis ascendant Lyon. Ça n'a pas rapport, mais voilà. Et très excité, j'ai mis ma casquette aux autres couleurs d'Explorer. Et vous avez pas cette couleur-là aujourd'hui, fait que je suis un peu déçu. C'est vrai. C'est vrai, on est... Nous, on est Je matchés bleu. par- ben. Mais on peut dire que je suis Nvidia, sinon. Ouais, OK. Et tous les deux, vous avez une place importante sur les réseaux sociaux. Wow. Vous avez une place importante, entre autres, sur LinkedIn. C'est drôle parce que vous avez chacun regardé l'autre en disant « Hey, tu sais, bravo, good job. Ouais. Et je pense que, on va le dire, il y a une audience, il y a des gens qui sont très curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Peut-être de vous écouter parce que vous êtes drôle, mais aussi peut-être parce qu'il y a vraiment une soif ou une peur. D'après vous, d'où vient cette audience-là? À qui vous vous adressez? Ladies first. C'est vraiment généreux, mais moi j'allais tendre le micro à Jean-Luc parce que si on regarde LinkedIn en particulier, je pense qu'il a le truc avec l'algorithme. Tu sais, t'as développé au fil du temps une présence constante puis réfléchie. Ouais. Moi, une chose que j'apprécie beaucoup de ta présence sur LinkedIn, c'est qu'on sent la stratégie et à la fois l'humain. Tu sais, c'est réfléchi, c'est intentionnel. D'ailleurs, tu partages beaucoup tes réflexions à la fois sur ta carrière, sur l'écosystème de l'IA, sur tes propres objectifs, de façon transparente et aussi un peu calculée en même temps. Et de façon complètement ouverte. Et je trouve que ça donne quelque chose qui est super intéressant à regarder. Puis on a l'impression que tu joues aussi. Ouais. T'as l'air de t'amuser à essayer des affaires avec ta copine aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait vraiment longtemps que je fais ça. J'ai eu mon premier blog en 98. Fait que, on voit pas, mais j'ai beaucoup de cheveux gris en dessous de ça. Je pense que le gros problème sur LinkedIn, où tu sais, il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup, je me mets pas là-dedans, je tiens à dire, il y en a 6000, tu m'as dit, personnes? 6000 participants. Fait que, il y a beaucoup plus d'experts. Je pense qu'il y a beaucoup de monde technique, il y a beaucoup de monde qui veulent en parler, beaucoup de monde qui en parle mal. Tu sais, moi, mon audience, comment j'essaie de parler au commun des mortels. J'essaie de prendre des complexes, des choses vraiment compliquées, de rendre ça le plus simple possible. Dans mes LinkedIn Live, tu sais, je fais des démos live, là, puis c'est tout croche. Puis tu sais, c'est correct parce que les gens s'identifient à, OK, ben c'est pas grave si je le sais pas. Tu sais, je mets pas de pression. J'essaie de pas être le gars qui essaie le nouveau tool à tous les nouveaux jours pour que le monde sente la pression, le faux mot de dire hey, je suis pas à jour, tu sais, puis je me prends pas pour Audrey Gagnon qui fait ça dans la vie, là, qui essaie un nouveau tool à toutes les 2 secondes. J'essaie de démocratiser, j'essaie de simplifier, j'essaie d'enlever, tu sais, puis tu l'as dit, j'essaie d'enlever la peur. Puis elle est là, elle est présente, là, tu sais, on le voit ici, les questions, c'est comme, au bout, il y a beaucoup de trucs d'automatisation. C'est des automatisations pour complète. Mm-hmm. Ça fait peur, là. Puis même moi, là, tu sais, je dis pas que j'ai pas peur souvent du AI ou whatever. Jamais je laisserais le AI conduire mon auto encore. Mm-hmm. C'est quand même bizarre. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a LinkedIn, puis il y a les autres réseaux sociaux aussi. Moi, je suis arrivée sur LinkedIn un peu sur le tard. Tu sais, j'arrivais plus de TikTok où je faisais beaucoup de création de contenu. Puis justement, en commençant à aller dans des conférences, des événements d'IA, les gens me disaient, est-ce qu'on peut se connecter sur LinkedIn? Puis j'étais comme, OK, essayons. Puis c'est arrivé au fil du temps. Mais je vois qu'une même publication sur un même sujet va amener des réactions complètement différentes sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook. Il y a des endroits où on va justement être plus dans la peur, des endroits où on va trouver au contraire qu'on est très, très timide. Par rapport à des sujets qui sont déjà complètement intégrés. C'est un univers en soi encore pour l'intelligence artificielle. Fait que je trouve que c'est intéressant de voir comment chaque réseau social a son propre, a ses propres codes et sa propre réception par rapport aux questions qui entourent l'IA. Puis même sur LinkedIn, il y a plusieurs crowds. Tu sais, quand je vois les fois que je me permets d'aller un peu plus technique, je parle assurément pas au même monde. Puis le monde, je reçois beaucoup de messages privés là. Tu sais, ils me disent peux-tu me réexpliquer un peu ce concept-là? Parce que là, je vais un peu plus deep. Puis quand je vais très large, mais là, c'est beaucoup plus de monde de business, où est-ce qu'ils essayent de comprendre, ils essayent de se tenir à jour. Tu sais, on s'entend se tenir à jour, c'est... Parce que je sais pas si vous êtes capable. Moi, je suis pas capable, puis c'est ma job. Fait que j'imagine les gens qui font pas ça, ça a l'air d'aller super vite. Puis je fais un parallèle à autre chose, là, parce que j'ai ça dans la tête depuis tantôt dans une grande conversation. Ça va vite, mais ça va pas vite, là. Tu sais, ça va vite pour les humains, les petits outils, mais en entreprise... Ça bouge pas. Ça bouge pas, ça va pas vite. T'sais. Puis je pense que les gens pensent là, que
ils ont lu un article de HBR ou sur Jean-Luc, là, ils ont vu que telle compagnie a fait telle affaire. Ouais, c'est sûr, ils font 800 milliards par année. Ils ont 279 data scientists dans un sous-sol à quelque part. Puis là, tu as une PME à Longueuil qui se dit « Hey, on est en retard. » Non, on n'est pas en retard. Puis ça, c'est le message que j'essaie tout le temps de dire. Vous êtes pas en retard. Puis surtout que ceux qui ont commencé vite, ben ils se sont cassés la gueule plusieurs fois. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Tu disais tantôt que ça bouge vite. Ouais. C'est dur de rester informé. C'est quelque chose on en a parlé la semaine dernière, justement, le fait que nous, à l'interne, on a une personne... Une de ses tâches, c'est de nous faire un recap régulier. Ouais. Donc, vous n'utilisez pas les AI pour ça? Ben voilà, forcément. Donc, au tout début, c'est juste d'avoir délégué ce travail-là d'une personne qui est capable de faire la bonne synthèse. Il s'exprime bien. Puis ensuite, lui, il est devenu bon à faire ça. Donc, il a développé des processus. Ça s'est automatisé. Puis là, nous, ça nous libère. Moi, dans mes jobs par le passé, ça a été, j'ai la langue à terre de faire mon travail parce que j'essaie aussi de m'informer sur ce qui existe pour utiliser le bon outil. Fait que finalement, je suis épuisé d'avoir conscience qu'il y a plein de choses que je vois pas malgré moi. Fait que ça nous a libéré ça. Ouais. Puis hier, on parlait à Bruno Guglielminetti. Bravo pour l'avoir dit comme faut. Moi, je l'aurais pas dit. Voilà. Et puis, en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est on a une formule. Le on étant lui, c'est un one-man show. Oui, c'est comme une petite agence de presse, hein, c'est assez impressionnant. Et puis, il a rodé son processus. Et puis, c'est ça qu'on voit, c'est que les gens se disent, OK, j'ai cette expertise-là, et voilà, je la roule. Mais pour revenir à ton point, on veut sensibiliser, éduquer les gens. Ils savent pas où regarder. Ouais. Ben nous, ça fait 6 ans chez Explorer qu'on est là-dedans. 6 ans, c'est donc avant ChatGPT. Qu'est-ce qu'on faisait en IA? Ben la conversation avant ça, c'était de sensibiliser à ce que ça fait l'IA de non génératif. Maintenant que l'IA génératif, on parle d'IA classique, là, ce qu'il y a avant. Ouais. Fait que la conversation, c'est toujours de mettre. C'est à ça que sert le podcast IA 19. C'est de faire réaliser à des gens qui sont dans des positions de décider. Ah, mais ça là. C'est pas nécessairement ma business, mais je reconnais des choses. Ouais, on fait des choses qui ressemblent à ça. Puis eux autres, ils ont décidé d'aller par là. Peut-être que moi, je devrais le considérer. Ou peut-être que moi, c'est à moi que ça, c'est la prochaine clé. Ouais. La prochaine porte à débarrer. Donc, de pouvoir se retrouver là. Puis j'avais l'impression que vous mettez vraiment les outils dans les mains de ces gens-là, qu'ils soient techniques ou pas techniques, pour se poser des questions. Chloé, tu le fais aussi de façon très critique, c'est-à-dire, les gens, c'est super excitant, mais regardez aussi ça, il faut le garder en tête. Si tu t'intéresses à la société au niveau éthique, au niveau durabilité, est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Ouais, mais je trouve que effectivement, en utilisant les outils, on développe aussi notre compréhension. Tu sais, on peut aborder l'IA de façon très très théorique, mais souvent on finit par entendre les mêmes messages qui se répètent, qui deviennent assez redondants. Comment on fait pour faire avancer les conversations, pour poser des meilleures questions? Mais je pense qu'il faut se frotter un peu à la machine ou aux machines dans toute leur diversité. Donc, par exemple, dans les cours de journalisme à l'UQAM, c'est vraiment une des choses aussi. Oui, on va avoir un peu un survol, d'où ça vient, l'apprentissage automatique, l'apprentissage machine, tout ça, mais rapidement on va avoir à la fois des ateliers de rédaction de requêtes, c'est les bons vieux prompts. Wow. Mais bon aussi... vieux prompt, ça fait 3 ans. Non, mais c'est parce qu'il y a comme un débat. Tu sais, est-ce qu'on dit prompt, est-ce qu'on dit requête? Moi, je suis quand même un peu équipe Québec, tu sais, où on protège le français et ses couleurs, même si on est dans un environnement très très anglophone dans le milieu de la techno. Donc la rédaction de requêtes, ça c'est une chose, mais je trouve que les questions critiques, elles vont vraiment de pair aussi avec ça. Et quand on parle de critique, je trouve que c'est une perspective critique. Tu sais, on campe trop vite les discussions sur l'IA dans deux camps, entre les personnes qui veulent accélérer puis les personnes qui lèvent le drapeau en disant attention. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on essaye de faire les deux en même temps, de se demander où on veut aller, puis qu'on se donne les moyens aussi pour le faire. Mais effectivement, tester des outils, souvent, c'est là qu'on voit le potentiel, c'est là qu'on voit les limites aussi. Tu sais, hier, j'ai testé, vous avez peut-être vu One 2.2, donc le modèle open source chinois, open source, je devrais dire en code source ouvert, là, si je suis cohérente. T'essaies d'être consistant dans l'histoire. Donc, il fait comme du transfert de style en animation vidéo, puis tu sais, tu le vois passer, puis quand tu le testes, je sais pas si tu as cette sensation-là aussi, mais je trouve qu'on le vit dans notre corps. Et puis ça aide aussi à incorporer tout ça. On parlait de la vitesse du changement juste avant. Je trouve que choisir, OK, aujourd'hui, je vais dédier telle portion de temps à vivre telle expérience avec l'IA, ben ça permet d'avoir une approche plus intentionnelle aussi. Parce qu'on peut pas tout essayer, c'est impossible. Il faut faire des choix. Mais quand on vit ces expériences, je trouve que ça aide quand même à avancer. Puis surtout quand ça brise. Quand ça brise, c'est encore mieux. Tu peux voir le côté, mais
Je veux dire, tu sais, hier, on faisait un atelier ici avec, on va les nommer Microsoft. Puis, tu sais, leur agent AI, il a brisé 3 fois dans le démo. Fait que, tu sais, faut garder la pensée critique puis que c'est pas parfait, là. Ouais, complètement. Puis on a fait un autre webinaire où est-ce que c'est le gars de Microsoft qui présentait et un produit de Microsoft, puis 3 fois, le LLM a donné des mauvaises réponses devant un crowd, là. C'est quelque chose qui aurait dû être rehearsed, pratiqué. Ah, il fait ça dans la vie, il l'a pratiqué, puis c'est encore pas aléatoire. Ça fait un clin d'œil aux lunettes de Meta, ça? Et c'est exactement ce que j'allais dire. Et je trouve que c'est super intéressant parce que quand tu regardes la couverture justement du démo de Meta mercredi dernier avec la nouvelle génération de lunettes Meta avec l'affichage intégré, il y a beaucoup de gens qui ont dit un échec en direct dans une démo et tout ça, mais il y a d'autres personnes qui ont remarqué qui ont salué le courage aujourd'hui de faire des démos en direct alors qu'il y a beaucoup de compagnies qui choisissent de ne plus le faire. Et l'IA, ça implique de se tromper, ça implique de prendre des risques. Et je trouve que là, il y a quand même une certaine forme de transparence qui est intéressante dans cette prise de risque-là. Ouais, je pense que les stockholders seraient pas d'accord avec toi parce que le stock a pris un bon coup avant hier. Mais, tu sais, puis je vais revenir sur une chose que tu as dit, tu sais, pour moi, l'IA responsable, c'est très large parce que pour toi, ce qui est responsable, et pas moi puis mes limites, je suis un peu plus tout le temps dans le gris, c'est difficile de voir jusqu'à où ça va, tu sais, si tu es éthique, pas éthique, whatever. Tu sais, moi, ma blonde est médecin, puis on fait des choses ensemble, puis souvent, tu sais, on a une limite de l'IA qui est pas à la même place. Ouais. Tu sais, moi, j'essaie de pousser beaucoup de choses, puis comme, non, on va pas mettre telle donnée là, on va pas faire telle affaire, puis moi, je suis comme, non, mais c'est sécurisant en arrière, comme, non, je vais pas là, je suis pas game, il y a un côté éthique beaucoup plus fort que, mettons, quelqu'un comme moi qui est peut-être un peu plus rassuré, in the bad way. Parce que j'ai travaillé, mettons, chez Google ou whatever, je sais qu'en arrière, il y a comme une infrastructure qui techniquement est solide, éthique et tout, mais quelqu'un qui est pas dedans. Ça dépend sur la confiance qu'on a. Puis la science, ça devient de plus en plus ça. Je comprends pas toute la science, fait qu'il faut que j'y fasse un peu confiance. Ouais, puis on le voit, là, tu sais, je sais pas si vous avez entendu parler de Carway. Carway, dans le fond, pour expliquer, c'est un logiciel de docteur qui prend des notes en direct. Fait que dans le fond, c'est que tu utilises ton micro, live, t'écoutes ton patient, puis ça fait ça fait pas une diagnostic. Puis de notes manuscrites illisibles. Si tu verrais la signature de ma blonde, je pense pas que tu dirais ça. Mais ça prend les notes, ça fait pas de diagnostic et tout, mais les patients, quand ils ont une feuille, là, elle arrive son patient arrive dans son bureau, elle donne la feuille, dit j'enregistre la conversation, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, à ma tête, c'est comme le monde doit dire 99% non. Elle a pas de nom. Puis spécialisée en gériatrie, même les personnes un peu plus âgées ont une confiance aveugle de faire enregistrer leur conversation parce que c'est un docteur. Mais tu sais, si j'essayais de faire la même chose, ça fonctionnerait pas. Ils ont confiance dans la relation avec la ils savent pas, ils voient professionnelle. cette data-là. C'est une délégation de confiance ici. Le médecin a confiance, donc moi j'ai confiance en le médecin, je fais confiance en le Mais je te médecin. confirme que les médecins ils comprennent pas comment ça se passe. Oui, En mais arrière. c'est vrai que quand tu vas chez le médecin, tu fais une confiance aveugle à tout le processus. Exact. Quand tu vas à l'hôpital, tu fais un examen, ils font une vidéo de peu importe ce qu'ils vont analyser dans ton corps, tu sais pas où est-ce qu'elle va. Donc quand on te demande est-ce que je peux aller enregistrer ce qu'on se dit, de toute façon, m'a donné, je sais pas ce qu'ils en font derrière. Si ça peut aider le médecin à être plus dans l'écoute active, C'est exactement ça. Ouais. ils le prennent. Non, mais ça, c'est sûr pour l'écoute, mais je me dis, tu sais, il y a des gens qui crient que l'AI, c'est épouvantable, whatever. Là, t'arrives devant un médecin puis tu crois tout en arrière sans savoir ce que ça en va. Tu sais, il y a comme deux discours, qu'est-ce qui est responsable, où va? Est-ce que le data va aux États-Unis? Le médecin, je peux te garantir qu'il sait pas. Mais on le voit déjà dans les statistiques d'usage des LLM, c'est thérapeutique. Ouais. Le premier usage, Le c'est premier thérapeutique. Les gens se confient sur leur vie, leur réalité. Ouais, puis ça, j'ai trouvé ça marquant au lancement de GPT-5. En fait, la place qui a été faite justement au partenariat dans le milieu de la santé, parce que je pense qu'ils prennent acte en fait de cette utilisation très très populaire des assistants conversationnels pour des questions de santé. Et d'ailleurs, un peu le revers de ce dont on parlait là sur la relation de confiance avec les médecins. On voit aussi des gens maintenant qui vont utiliser ChatGPT ou autre pour demander un deuxième ou un troisième avis par rapport à des diagnostics, avec des résultats plus ou moins heureux. Oui, il y a des gens qui peuvent devenir un peu plus en contrôle de leur cheminement médical, mais parfois si tu remets en question un professionnel, à partir de données plus ou moins probantes, ça peut soulever d'autres types de questions. Tu vois, je suis dans l'autre équipe parce que on était en faisant ça. Dans le test américain d'omnipraticien, c'est médecin de famille,
la moyenne des LLM est de loin plus haut à l'examen, sans le toucher, on s'entend, là, il y a un côté humain, mais c'est non comparable comment la machine, elle a pas de biais, elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas whatever. Les résultats sont bons. Bah, pas de biais, ça dépend. Là, il y a aussi eu des cas de personnes, par exemple, avec la peau plus foncée, qui ont été discriminées dans des intégrations d'IA dans le système médical. Mais comme je disais, t'as les deux. T'as un côté où ça te donne du pouvoir aussi pour interpréter des résultats. Je sais pas vous, mais c'est une des utilisations, je trouve, les plus intéressantes des grands modèles de langage. C'est de l'aide à la compréhension, de l'aide à l'apprentissage. Puis ça s'applique à plein de domaines, dont la santé. Ouais, puis ce qui m'avait fait peur, tu sais, dans l'utilisation de plus pour la psychologie, c'est que Sam Altman avait dit 2 semaines après dans The Verge, je pense, il n'y a pas de secret. Tu sais, quand tu parles à ton avocat, tu parles à ton psychologue, comment ça s'appelle? Le secret professionnel. Le secret professionnel. Puis il disait, ben, si vous dites des choses, whatever, vous n'êtes pas protégé. Fait que si le gouvernement, whatever, peu importe ce que tu fais. n'existe pas dans l'usage des LLM. Non. Ouais. Donc, si tu as dit que t'es prompt, même si tu payes, il serait obligé de le donner soit à la police ou à whatever. Fait que Ça, c'est Sam Altman, le CEO de OpenAI qui fait ChatGPT, qui a dit ça. Parce que il voulait sensibiliser les gens. Oui, exactement. Il l'a d'une drôle de manière, mais c'est au même principe que si tu mets des photos online, whatever, tu es responsable de ce que tu fais, puis tes conversations, ça t'appartient pas. C'est fou quand on y pense, là. Puis il dit aussi qu'il voudrait pouvoir, entre guillemets, protéger cette capacité de la confidentialité, la compte tenu justement de la quantité de choses qui sont confiées. Là. Ouais, puis tu sais, la mode est d'avoir ton propre AI à toi, tu sais, personnel et tout. Est-ce que ça devrait être fermé? Est-ce que ça devrait pas être fermé? C'est là que ça vient un autre sujet d'éthique. C'est un beau moment qu'on vit. Pour vrai, une révolution... Tu sais, j'étais avec Mehdi de Jetskill ce matin, puis il disait, tu sais, lui, il appelle ça un miracle, là. Tu sais, ce qui est arrivé dans les dernières années, que c'est un mathématicien, on s'entend, mais il faisait du ML depuis longtemps, du AI. Puis là, les gens comprennent ce qu'il fait parce qu'il y a une interface web, mais ça vient aussi avec tout le côté que les gens l'utilisent à toutes les sauces, dont en psychothérapie. Dangereux. Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers l'IA? C'est peut-être une question banale, ça fait peut-être longtemps, mais je serais curieux de savoir, c'est quoi le premier contact marquant que vous avez eu avec l'IA ou qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous donnez cette responsabilité-là désormais? Et moi, je vais passer... c'est à cause des médias. Quand j'étais chez Attraction, on a... les médias, ça va pas toujours bien, on va se le dire. Je sais pas de quoi tu parles. Je cherchais une manière de corréler beaucoup de data pour faire une extrapolation sur les revenus sur la publicité. Fait que, grosso modo, on avait plusieurs Google, whatever, YouTube, là, plein de choses qui nous amenaient de l'argent. Puis j'essayais de faire une corrélation de quelle page était la plus rentable. Et c'est là que le ML est arrivé avec pas Firebase, le premier modèle de Facebook back in the day qui donnait gratuit, qu'on pouvait compiler puis faire l'extrapolation de revenus par rapport au passé. Ça a été... on salue les 2 personnes qui ont perdu leur emploi, malheureusement, à cause de ça. Mais ils sont chez TVA aujourd'hui, ils ont des bonnes jobs. Mais je veux dire, ça m'a allumé des possibilités mathématiques de la chose appliquée au quotidien. Ça a été, là, puis de voir après ça mon équipe comprendre que, OK, de voir, mettons, les statistiques qui montent, OK, ben cet article-là, il pogne, il est rentable. Puis eux-mêmes, après ça, ils ont pris le réflexe de dire, ben si j'écris là-dessus, il était payé un peu la commission aussi, il faut dire, mais ils comprenaient la mathématique, que s'ils écrivaient sur quelque chose, puis que c'était calculé à quelque part dans l'AI, il y a eu un haha. En tout cas, moi, il y a eu un haha moment là, for sure. Donc c'est le côté opérationnel, en fait. Ouais, sauver des coûts. Par curiosité, ton background, ta formation est en quoi? Aucunement, je suis un gars de vente. Je suis juste dans la tech depuis vraiment longtemps par intérêt personnel. Mon meilleur ami est un des meilleurs codeurs que je connais. Fait que c'est ma passion. Tu sais, je fais tout le temps... si j'avais à me définir, je suis dans un diagramme de Venn, là, je suis un gars de vente, je suis un gars de marketing, je suis un gars de tech, puis je sais pas dans lequel je suis bon. T'es un gars de chiffres, mais t'aimes les histoires aussi. Ah oui. C'est ma spécialité. C'est pour ça que j'ai aimé les médias, parce que je pouvais raconter des histoires alentour de la tech. Chez Musique Plus, j'étais à la TV avec Twitter, c'était weird, là. J'étais le premier Twitter jockey de Musique Plus. Twitter jockey. Ouais, c'était MTV qui avait sorti ce titre-là, qui était tout le temps sont toujours en avance sur la tech et puis les médias, puis c'était mon rôle, faire du Twitter à la télé. Et toi, Chloé?
Alors moi, j'ai un parcours vraiment différent. J'ai étudié en philosophie, puis l'IA est arrivée, j'ai envie de dire, au fil de la culture numérique. Tu sais, j'ai vraiment des souvenirs d'expériences depuis l'enfance, de triper à jouer avec un ordinateur. Cette espèce de moment, tu sais, je parlais d'expérience tantôt où tu rentres dans on parle d'interaction humain-machine, mais ça peut prendre 1001 formes, là, tu sais, les bons vieux jeux dont vous êtes le héros, tu sais, qui fonctionnent autant en livre que dans des aventures, les espèces de prototypes de jeux vidéo. Tout ça, j'aime l'espèce d'espace mental différent que ça ouvre, en fait. Quelque part, c'est de l'assistance cognitive. Tu sais, j'ai une feuille avec un crayon sur la table, c'est de l'assistance cognitive comme mon téléphone. Puis donc, je pense que j'ai cheminé longtemps dans ces univers-là. Quand j'ai commencé à travailler dans les médias, j'ai tout de suite été attirée par tous les sujets culture numérique. J'étais un peu la geek dans les équipes, proposé plusieurs séries spéciales. À l'époque, un de ces projets qui s'appelait Bienvenue chez les Numéricains. L'idée, c'était de capter le moment où les réseaux sociaux, Internet commençaient à vraiment rentrer dans nos vies et à les transformer. Puis ça a l'air tellement banal aujourd'hui, mais une des histoires qu'on racontait, c'était comment des gens s'étaient rencontrés sur Facebook alors qu'ils vivaient à des milliers de kilomètres et avaient fini par se marier. Tu sais, c'est plus une histoire aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était quelque chose. Et donc, j'essayais de voir ce qu'on pouvait apprendre de ces transformations-là. L'IA comme telle, on le sait, peut prendre plusieurs formes. On parle beaucoup d'IA générative aujourd'hui. Je pense qu'un des premiers contacts, j'ai envie de dire plus personnel, plus intime avec l'IA, pour moi, c'était vraiment via les algorithmes de recommandation. C'est sur les réseaux sociaux, quand TikTok a commencé à monter très fort, à devenir un véhicule pour la culture pop. Je suis allée d'abord comme observatrice. C'est quand même fou. La première fois, je sais pas si vous vous souvenez, la première fois que vous avez essayé TikTok ou par la suite Instagram a adopté aussi ce type d'algorithme, mais qui s'adapte tellement rapidement à nos faits et gestes, à nos intérêts. Il y a quelque chose, je trouve, de très, très troublant. Puis je suis passée d'observatrice à actrice d'une certaine façon, très très humblement, mais a commencé à faire de la création de contenu sur TikTok alors que j'imaginais jamais faire ça là comme feed radio. Puis ça m'a permis d'être dans cet espace-là au moment où ChatGPT a été lancé et où il y a eu cette espèce d'explosion de questions, d'émerveillement, de crainte par rapport à une technologie qui existait depuis des années mais qui devenait disponible dans une forme plus simple, avec plus accessible. Une interface Super minimaliste, c'était un prototype de recherche à peu près là dans les propres mots d'OpenAI. Et donc à partir de là, toutes ces discussions avec le public sur l'IA ont commencé à prendre de plus en plus d'importance, autant dans les espaces numériques que dans des projets à Radio-Canada et dans des rencontres comme celle-ci. Mais toujours avec cette espèce de curiosité de voir mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre comme transformation individuellement, socialement, c'est vraiment ça. Puis comment s'orienter aussi là-dedans. Je veux juste ajouter, j'ai réfléchi à ce que tu dis là. C'est Amazon qui m'a frappé la première fois. Les outils de recommandation, t'as pas besoin de quelque chose puis tu l'as. Pour aucune raison, t'as pensé à quelque. Tu sais, tout le monde pense que nos téléphones nous écoutent là, mais Amazon, je me souviens là, ils nous recommandaient des produits qui faisaient. J'étais comme ben, c'est sûr que j'ai besoin de ça. C'est là, c'est que ça te frappe que t'as acheté ça. Puis au même principe, je vous ai. Est-ce que vous avez des enfants? Qui a des enfants ici? Toi? Quand t'achètes tu recommences à regarder des affaires de bébé, ils savent quand t'as commencé, ils savent quand ta femme va accoucher, quand whatever. Insane AI. Ouais. Puis parmi les signaux qu'ils vont regarder, c'est juste la proximité. C'est qui tes amis, c'est qui tes voisins, c'est qui à qui t'as probablement parlé. Ben eux, ceux qui ont aimé, probablement que tu vas aimer ça. Et effectivement, ils n'ont pas besoin de nous écouter. C'est des dizaines, des centaines de signaux qui sont capturés sur nous. Juste la position de deux téléphones qui sont côte à côte, ben probablement que vous avez échangé une conversation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très drôle quand on fait un travail de chronique, de journalisme, c'est quand on fait des recherches sur des sujets. Tu sais, parfois, je vais le faire à partir d'un autre compte ou en utilisant des VPN, des choses comme ça, mais parfois, si tu le fais à partir de ton compte principal puis que tu fais une recherche très pointue sur un sujet complètement absurde, tu finis par te retrouver avec plein de choses dans ton fil des publicités. Et alors que ton intérêt durait littéralement 24 heures pour ce sujet. C'est exactement ce qui est arrivé avec tous les complots, puis c'est tout ça. Là, tu t'en lis un, là ben t'en montes 12, puis t'en montes 15, puis t'en montes 25, puis là c'est le rabbit hole. Là. Puis je finis par voir un paquet de choses, puis à l'esprit critique, on va se dire, est-ce que les autres voient ça? On peut prendre conscience, en fait, il faut prendre conscience du fait que ce qui nous est servi, c'est ce qu'on veut voir ou ce qu'on a envoyé comme signal, comme quoi ça nous intéresse. Donc,
on peut plus se fier au fait que si je le vois, les autres l'ont vu. Alors que les nouvelles, les médias avant, c'était ça. C'est, hey, ça a de l'importance du point de vue de quelqu'un. C'est diffusé. Donc, je vais m'y intéresser, même si c'était pas moi qui ai choisi de m'y intéresser. Quelqu'un a dit, ça devrait probablement t'intéresser. Ça, c'était les médias avant. Maintenant, on peut plus se fier à ça. Fait que, il y a l'effet bubble. Parce que l'algorithme te réconforte dans ta propre pensée. Voilà, là. exactement. C'est fou. Moi, j'aimerais revenir sur un point dont on a discuté. La peur et la confiance autour de l'IA, c'est deux choses que j'ai beaucoup entendues là en 2 jours et j'ai été étonnée. Même je pense ici. Ici, oui, exact. Et je pense que les gens ont essentiellement peur de comment l'IA va remplacer le travail. J'aimerais voir avec vous comment vous l'utilisez au quotidien dans votre travail et comment ça vous sert pour rassurer aussi. Est-ce que tu veux... Non, je suis toujours ladies first. Merci. Alors, je parle en tant que personne qui travaille à Radio-Canada, même si je parle en mon propre nom. Et donc, on est dans un contexte, Jean-Luc, tu le disais un peu tout à l'heure, très différent du contexte d'une start-up ou d'un travailleur autonome. On a vraiment un cadre en tant que média public qui existe et à partir duquel on travaille justement pour prendre soin de cette relation de confiance avec le public, c'est pour qui on travaille. Donc, on a des balises d'IA Radio-Canada qui sont très claires, qui mettent de l'avant plusieurs principes comme la responsabilité, la transparence, avoir une personne toujours en contrôle qui est responsable de toutes les décisions, le fait de travailler aussi de façon collaborative, donc pas en vase clos, mais faire remonter les informations et tout ça. Donc tout ça déjà, ça définit un terrain de jeu. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une grande sensibilité, une sensibilité qui se développe aussi pour l'innovation. Donc comment on fait à partir du moment où on a un cadre comme ça qui peut sembler restrictif pour explorer, se donner le droit de se tromper, essayer de nouvelles choses. Et c'est là-dedans qu'on est en train de naviguer en ce moment. Moi, je travaille pour la radio. On a les médias numériques à Radio-Canada aussi qui s'occupent de ça. Puis en ce moment même, donc pour cet automne, je suis en train de préparer le premier plan de formation en IA pour notre secteur. Donc radio, balado, tout ça. Et c'est exactement ces questions-là qu'on se pose avec les outils qu'on a. Par exemple, le modèle de Gemini. Qu'est-ce qu'on peut faire qui rentre dans nos balises, mais qui soit utile sans créer de nouveaux problèmes aussi. Je pense qu'on a tous vu dans les derniers jours plein d'études sur le faible taux de succès de certains pilotes en entreprise. Ce nouveau mot aussi, work slop, que je trouve super intéressant. Donc l'idée qu'au travail, si on utilise mal des outils, notamment d'IA générative, on va finir par avoir un effet contre-productif parce qu'on crée des documents qui ont l'air d'être fiables, mais au final qui causent plus de perte de temps. Donc c'est ces questions-là qu'on se pose. Mais comme je disais, de l'assistance et pour la compréhension. Je trouve que les grands modèles de langage sont vraiment, vraiment utiles pour ça. Faire de la synthèse, questionner des sujets. Ça m'est arrivé de devoir aller en ondes rapidement pour décortiquer des concepts très techniques. Je trouve que dans un cas comme celui-là, aller chercher... Oui, c'est ça, c'est vraiment utile. Je reste pleinement responsable du contenu que je vais présenter. C'est moi qui tranche. Mais quel gain de temps quand on parle d'assistance, pour moi, c'est un exemple, mais que je trouve quand même assez puissant au quotidien. Je dirais en entreprise, je vais diviser en deux. Je vais prendre Jean-Luc et Jean-Luc qui travaille chez SBI qui n'ont pas les mêmes usages. Jean-Luc, personnellement, utilise GenAI à toutes les sauces. Là. Prendre une photo de mon frigo puis trouver une recette. J'utilise à ça, je l'utilise à plein de choses. Mais surtout, je dirais, la personne que vous avez qui fait tout le contenu. Moi, j'utilise Feedly AI qui est mon meilleur ami au quotidien. Là. Fait que comme toi, j'ai pas assez de temps pour tout lire, fait que je l'utilise. Feedly, grosso modo, c'est un agrégateur. Merci. Pour ça, je savais pas chez Radio-Canada, je pense. Agrégateur de contenu, puis avec toutes les newsletters. Puis ça me fait mon propre feed. Fait que tu sais, je le réutilise. J'ai mon petit agent Jean-Luc qui fonctionne un peu tout croche parce que je code tout croche. Ben, Jean-Luc LM. Ouais, Jean-Luc LM, il est pas fiable. Qui prend tout mon contenu LinkedIn, toutes les stats LinkedIn, tout ce que j'ai lu, puis ça, je suis capable de dire si j'écris là-dessus, est-ce que c'est bon, pas bon, ça. Et au boulot, je l'utilise beaucoup en valider du texte, créer des newsletters, faire des recherches sur des entreprises. Donc, avant d'arriver au même principe que tu arrives à un sujet technique, avant d'aller dans un meeting avec un client, j'ai une coupe de prompts qui fait une recherche, puis ça me sort une belle histoire sur le client que je comprends grosso modo où est-ce qu'ils sont rendus, les états financiers, tout ça. Fait que, je dirais, en productivité, je sauve peut-être 1 heure, 2 heures par jour. Pour ça, c'est magique.
Après ça, est-ce que c'est la valeur ajoutée, ce que je fais après, ça, c'est une autre histoire. Mais tu le questionnes, tu le remets en question. Ouais. C'est trust but verify. Assurément. Le petit Jean-Luc, essentiellement, tu vérifies. Mais c'est pour l'inspiration. C'est pour la première étape, c'est ça. Exact. Dans le fond, c'est que... puis c'est drôle parce que tu viens de me faire allumer à quoi je l'utilise le plus. Je l'utilise en brainstorm. Ma plus grande utilisation, c'est en brainstorm. Je veux faire ça, comment toi tu ferais ça? Comment tu te déprendrais? On veut aller chercher X, Y, Z. Mais c'était le point de Chloé, plutôt l'utiliser les LLM pour construire ou structurer la pensée, c'est ça? Exact. S'aider à réfléchir. Ouais. Puis ce que je trouve vraiment important, c'est de garder la part d'initiative. On sait que, par exemple, si on commence un processus de réflexion avec notre propre réflexion ou en commençant tout de suite avec un LLM, on va pas nécessairement avoir le même résultat en bout de ligne. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à comparer aussi. Si on part vraiment avec une page blanche, est-ce que je commence par moi-même me poser des questions, savoir comment... dans une V1, j'ai envie de structurer ça, ou est-ce que je commence par aller chercher le point de vue d'un assistant? Je crois que c'est bien d'essayer les deux, mais de pas céder trop vite non plus à la facilité. Non. Est-ce que tu dirais que quand on commence à apprendre un métier, là tu parles de formation AI journaliste, est-ce que si c'est des gens qui débutent dans le journalisme, tu leur dirais en premier d'abord de mettre leurs idées sur papier et après éventuellement d'aller brainstormer avec l'IA pour développer un premier sens critique plutôt que d'être toujours assisté? Il y a une étude du MIT qui arrive un peu à cette conclusion-là, l'importance de commencer par une démarche autonome. Je pense que dans des cas d'apprentissage, c'est bien de le faire, mais pourquoi ne pas essayer l'autre option aussi et puis comparer en fait. Et je pense que l'IA nous amène à être un peu tout le temps dans un mode laboratoire, un peu dans un mode réflexif où on réfléchit à nos propres processus de cognition pour voir ce qui a du sens, quand ça fonctionne ou pas. Fait que la pente de la paresse, pour moi, est peut-être plus là d'arrêter d'avoir ce petit pas de recul quand on fait quelque chose, d'être juste à 100% dans je veux aller plus vite, je veux gagner de la productivité et pas garder cette perspective critique. Mais après, essayer les deux ou les trois ou les quatre, ces différentes approches, ça me paraît bien, mais c'est vrai qu'on doit quand même nourrir notre muscle, notre autonomie, mais pour moi, elle est un peu dans la réflexivité. Non, j'ai tellement de la... excuse-moi. Non, j'allais dire pour commencer à apprendre, je pense qu'effectivement, c'est pertinent. On le fait, nous, à Explorer, on a quand même des stagiaires, puis on essaie de leur dire, on va pas vous fournir les licences de LLM parce que l'objectif, c'est que vous appreniez par vous-même pour commencer. Mais on le sait qu'ils ont tous étudiants, ils ont des licences gratuites sur de leur toute façon. à côté. Donc, on le sait, et mon frère commence des études en informatique aujourd'hui, dans la même formation que j'ai faite il y a 10 ans. Et ils leur ont dit, la première année, on ne veut pas que vous utilisiez ChatGPT. La deuxième, il n'y a pas de problème, mais à la première, pour apprendre cet aspect critique de développement. Mais je peux pas avoir un aspect, un point de vue complètement tranché de spécialiste là-dessus, mais juste pour rebondir avec une expérience personnelle, j'ai pas vraiment appris la programmation. C'est un peu de HTML il y a longtemps. Là, j'ai commencé un peu le Python, puis un cours que j'ai suivi en ligne était construit pour travailler avec un assistant dès le début. Et moi, j'ai trouvé ça super utile, super rassurant aussi de savoir que oui, il y a les vidéos que tu peux suivre, t'as ton carnet dans lequel tu fais tes exercices, tes lignes de code, et en même temps l'assistant est intégré d'entrée de jeu parce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien compris, puis tu sais, je vais pouvoir passer le temps nécessaire ou avancer plus vite à un autre endroit. Fait que je pense que ça dépend aussi de comment est paramétré l'assistant. Puis on le voit en ce moment, Google, d'autres compagnies développent des offres d'apprentissage. D'éducation. Exactement. Donc l'idée, c'est pas de fournir la réponse, mais c'est d'assister la personne dans le processus d'apprentissage. Ça oui. Je suis totalement d'accord que poser des questions quand on n'a pas bien compris un cours, peu importe le niveau, c'est pertinent. Mais c'est pour coder. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont, j'ai une feature à faire, puis je le donne directement. C'est du vibe coding, ça existe et c'est en train d'être développé. Et j'ai mis des warnings dessus. Je suis mitigée sur la vie aujourd'hui parce que c'est en apprentissage. Puis c'est juste, je demande ma fonctionnalité à l'intelligence artificielle, puis elle va coder et l'intégrer dans l'application. Ça, je pense que c'est pertinent de pas le faire quand on débute dans le domaine. Complètement à l'inverse pour deux choses. C'est vrai? Il y a beaucoup d'entreprises, puis je vais prendre Stingray parce qu'ils le disent souvent. Ils ont remercié des développeurs, c'est public, là, fait que je peux en parler, des développeurs qui étaient pas prêts à aller vers l'LLM, qui étaient super performants, puis qui sont devenus en bas de la liste de la performance parce que les autres utilisent les tools pour aller plus vite. Je pense que de s'en couper dès le début, ça fait un frein. Je pense que tu viens au lieu de savoir coder, tu viens à comprendre le code, tu viens à faire de la stratégie, à la valeur ajoutée. Pour moi, coder du code, désolé à beaucoup de monde ici, ça n'a pas de valeur ajoutée. Non, mais peut-être qu'il faut... C'est de comprendre qu'est-ce que ça veut faire. Puis un bon exemple, c'est maintenant les product owners dans les grandes entreprises
code leur propre fonction, au lieu de faire des stories, du texte qui quelqu'un doit comprendre après comment le faire, etc. Ils vont faire en no-code. OK, je voudrais que ça fasse ça, je voudrais que ça ressemble à ça, puis le mettre dans Jira. Puis reproduire. Un Jira, mais je veux dire... S'ils sont capables de comprendre ce qu'ils ont produit, oui. Mais je pense que c'est ça le Ouais, point je ici. suis d'accord, mais tu développes maintenant un... Après ça, je te parle d'entreprise en tech. Là. C'est sûr que les gens ont déjà une compréhension, mais ils sont capables d'imaginer au même principe que mes enfants maintenant sont capables d'utiliser Gemini pour dire je veux une photo d'un dragon sur quelque chose. Il y a une compréhension vite. Je pense que quelqu'un qui comprend... Ma blonde est capable de faire du low-code. Là. Tu croches qu'elle fait? Mais moi aussi, mais je veux dire, c'est pas rocket science. Là. C'est pas je veux un logiciel qui fait ça, les boutons sont bleus, puis le logo est rouge. Y a-t-il une valeur de savoir comment le faire en arrière maintenant? Non, mais ça a quand même une valeur d'être capable de comprendre le code pour lire si jamais on introduit une faille de sécurité ou ce genre de choses. Ça, je suis d'accord. De le lire, mais je veux dire de le coder, de le comprendre, de l'analyser, d'amener un peu plus de stratégie, mais de le coder. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir appris à le coder pour être capable de lire quand il y a un problème dans le code? Moi, mon point de vue, il est plus là de se dire on apprend d'abord à savoir le faire. Et après, oui, on est obligé de les utiliser. Moi, si j'utilise pas l'IA au quotidien, effectivement, je suis plus du tout efficace. Et en l'utilisant, je suis 10 fois plus efficace que je l'étais il y a 3 ans. C'est une évidence, donc je l'utilise. Est-ce que j'ai besoin de savoir Photoshop pour faire les images maintenant? Connaître Photoshop? Après, c'est une question qui est tellement intéressante parce qu'elle se pose dans tous les domaines. On le voit dans le domaine de l'éducation avec l'écriture. Est-ce qu'on doit apprendre à écrire sans ordinateur avant de faire appel à un assistant pour rédiger un essai? En fait, la question, c'est comment apprendre à apprendre. Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Et on cherche très fort la réponse. On a eu la machine à écrire, les gens savent encore écrire. On a l'ordinateur, les gens savent encore écrire. En fait, ça va rester, la crainte... elle est plutôt au niveau de jusqu'où on va déléguer notre autonomie ou responsabilité. On en parlait avec le docteur un peu plus tôt. Puis là, bientôt on arrive à la fin de notre épisode. On a touché à l'impact social. On a touché à la libération que les LLM nous ont permis d'avoir. Puis, ça nous amène un paquet de questionnements par rapport à ce qu'on devrait. Puis, une des questions qu'on me pose souvent, puis à laquelle je m'intéresse, étant donné mon parcours dans les énergies renouvelables, c'est l'impact sur la durabilité. C'est quoi l'impact environnemental qu'a ce nouvel outil? Chloé, je sais que tu vas avoir une conversation intéressante plus tard cet après-midi avec Sacha Lucioni. Je serais intéressé de savoir comment on se prépare comment on fait pour avoir un usage conscient de ça? Puis peut-être, quels sont les éléments que tu anticipes discuter avec Sacha? Tu le mets en garde. Dans la préparation, j'avais lu ta publication LinkedIn. Tu dis, il y a des dangers associés à ça. La vie est dangereuse. C'est la fin. C'est bon. Ça... Il y a des dangers associés à tout. Sacha Lucioni, donc, qui est responsable de l'IA du climat chez Hugging Face, donc une start-up qui s'intéresse justement à l'IA collaborative, open source. Puis, ce que j'aime d'entrée de jeu dans les nuances qu'elle apporte, c'est pas tant l'IA en elle-même, c'est le développement de l'IA et quel développement de l'IA qu'on peut mettre en équation avec les questions de durabilité. Je pense qu'il y a un peu un appauvrissement dans notre compréhension de l'IA parfois, un genre de monoculture où on imagine que l'IA générative, c'est nécessairement les grands modèles hyper puissants développés par des multinationales. Puis quand on commence à creuser un petit peu plus, on se voit qu'il y a une diversité d'approches, une diversité de modèles, des plus petits modèles spécialisés. On commence à parler de SLM, donc des petits modèles de langage. Et tout ça, ça nous emmène plein d'opportunités différentes de répondre à cette question, comment développer l'IA de façon durable. Parce que oui, quand on regarde avec l'hypothèse de mise à l'échelle des grands modèles hyper puissants, effectivement, on l'a vu encore cette semaine, le projet Stargate aux États-Unis, de nouveaux centres de données qui sont ouverts, des centaines de milliards de dollars qui sont investis, avec peut-être un gain potentiel pour l'humanité, c'est la promesse des compagnies, mais on voit déjà maintenant, tu parlais de dangers, des impacts très très concrets sur la consommation d'eau, l'émission de CO2 et tout ça.
Mais l'IA ne se résume pas à ça. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une des choses intéressantes de se dire de quel type d'IA on a besoin, comment mieux créer cette équation en fait entre les besoins et les outils qu'on développe. Passer plus de temps à retravailler nos données. On sait que la distillation, c'est une technique super intéressante aujourd'hui pour aller chercher plus de potentiel dans des petits modèles. Donc pour moi, toutes ces avenues-là sont super intéressantes, mais je suis pas sûre qu'elles sont, je serais curieuse de vous entendre là-dessus, assez discutées encore actuellement. Comme à l'habitude, je suis un peu de l'autre côté. Tu vois, moi, cette discussion-là d'énergie, ce que je trouve excitant, c'est que ça a remis, là, ça va être pas populaire, mais l'énergie nucléaire de l'avant, avec des microcentrales et tout. Tu sais, c'est quelque chose qui était mis de côté, là, avec toute cette demande d'énergie qui est complètement folle. Ça met une recherche sur l'énergie nucléaire qui est, on peut dire verte, je pense, quand ça va bien. Un barrage, quand ça brise aussi, ça fait pas... Puis ça fait des... C'est green, les barrages, là, mais il faut faire attention. Il y a Jean-Luc qui fait plein de guillemets qui marchent. Non, mais... Ouais, je veux dire que j'ai un client en énergie. Mais on s'entend, là, les bassins, c'est pas super bon non plus. Mais je veux dire, ça amène du bien aussi à l'humanité sur de la recherche. Mais il faut l'utiliser comme faut. Puis il y a tout le temps l'équation. Est-ce que quand tu utilises les AI pour faire quelque chose... Oui, ça prend de l'énergie, mais quand on va automatiser des choses, est-ce que l'humain va faire autre chose qui va prendre moins d'énergie? Tu sais, ce calcul-là n'a jamais été fait encore. Il n'y a pas vraiment d'études très poussées sur le AI qui fait des automatisations, qui fait des choses qui enlèvent l'humain par rapport à l'humain qui le fait. C'est quoi le calcul? Ces effets de l'IA, il peut être positif, c'est ça? Oui, mais tu sais, est-ce là, je ridiculise la chose à un point imaginable, mais quelqu'un qui va au bureau, est-ce qu'il consomme plus d'eau que quelqu'un qui reste chez eux? Oui. Par rapport à construire une auto ou une batterie. Tu sais, il y a un calcul mathématique plus grand juste de dire, un LLM, ça consomme ça. Oui, mais qu'est-ce qui fait le LLM? Absolument, absolument. Il y a l'impact de ce qu'on fait si on l'utilise pour améliorer l'environnement, par exemple, et l'humanité. Il faut faire la balance des choses. Ouais. Puis, je tiens à le mentionner, j'ai exploré, nous, on s'est doté d'un manifeste pour dire au monde, on est conscient qu'il y a une réflexion à avoir, puis ça va informer comment on va choisir faire des suggestions. C'est-à-dire que ton point est intéressant. On a une demande en énergie, puis ça va aller en montant, fait que ça stimule une nouvelle technologie. On devrait être excité par rapport à ça. Par contre, pendant que ça la stimule, ça vient retirer des ressources, de l'électricité, de l'énergie à des secteurs qui sont potentiellement, de façon court terme, critiques. La santé, l'alimentation. Donc à ce moment-là, c'est pertinent de se demander est-ce que mon impact microscopique ou macroscopique vient contribuer à exacerber ce problème-là. Puis tu sais, je vais aller plus loin. Google a inventé un modèle qui invente des nouveaux métaux, des nouveaux plastiques qui consomment moins avec les AI. Oui, ça a pris un shitload d'énergie, mais pour le bien futur de l'humanité. C'est comme il y a un catch-22 là-dedans qu'il faut trouver. Je pense pas qu'il y a vraiment de frein. Je pense que, les gouvernements vont jamais réussir à réglementer ça. En tout cas, le gouvernement est tout le temps 15 ans en retard sur ça. Fait que je pense qu'on est loin de... Il y a l'humain, il faut qu'il prenne conscience, mais si on attend que ça soit réglementé, never gonna happen. En même temps, on peut faire des efforts aussi pour, c'est un peu le travail de tout le monde, que ce soit les entreprises, la société civile, le milieu politique aussi. Je pense qu'une des plus belles choses qu'on peut se dire, c'est que le futur n'est pas encore écrit. Alors, à quelle place on veut faire à la durabilité en intégrant ça dès le design, dès la conception, dès le moment où on développe notre entreprise, c'est des choses qui sont possibles. 100% d'accord. On peut arrêter de dire merci aussi à ChatGPT. Mais il y avait sorti une étude sur la consommation. C'était astronomique, là, juste le mot merci à la fin, c'est complètement fou. Merci beaucoup, Jean-Luc, Chloé. On arrive à la fin de notre épisode. Il y a peut-être un dernier élément que vous aimeriez souligner ici, qu'on n'a pas mentionné. Quel beau moment pour être en vie en ce moment. On vit là des changements qui sont au même principe que l'Internet, que nos parents ont vécu, au même principe que l'électricité. Je trouve que c'est un moment, je ne vais pas appeler ça une révolution industrielle, mais je trouve que on est un super moment pour vivre, puis on est chanceux de voir ça devant nos yeux. Puis d'être des acteurs qui peuvent moduler tout ça, on est chanceux.
Ouais, je pense qu'on le voit aussi. C'est la 3e édition de All In, là, pour faire un lien avec l'endroit où on se trouve. Puis j'ai l'impression que cette année, on sent beaucoup les questions d'IA souveraine, qui reviennent vraiment. Puis ça, on peut le comprendre au niveau technologique, au niveau industriel, au niveau politique, mais au niveau individuel aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de soi-même trouver son autonomie dans tous ces changements, comme tu dis, Jean-Luc, qui sont vraiment passionnants. On a de quoi s'occuper, mais je pense que ça vaut la peine de poser des questions. C'est vraiment ça, moi, que je garde en tête. Ça vaut la peine de dire merci aussi. On disait ne pas remercier les grands modèles de langage, mais merci à vous pour cette conversation aujourd'hui. Merci à vous. Très bon, Lou. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode sur Il y a du neuf. On était avec Chloé Sondervorst et Jean-Luc Sancartier et on a parlé de leur présence sur LinkedIn, leur façon d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien et on a abordé rapidement quelques questions sur l'environnement et la durabilité. Et il y a quelques points qui ont allumé mes neurones, Rémi, que j'aimerais qu'on reprenne ensemble aujourd'hui. La première chose, Chloé a parlé de work slope, mais c'est un terme qu'on n'explique pas du tout dans le podcast. Slope qui est un élément pour désigner tout ce qui est créé par l'intelligence artificielle, qui est faux, qui est du contenu qui peut être soit mal généré, soit comme des fake news. Et work slope, c'est vraiment de le rapporter dans le travail, qui va être, par exemple, je vais générer un document dans lequel ça va être creux, il va pas y avoir assez d'informations, ça va me mettre 5 minutes à générer, mais mes collègues qui vont le relire, en fait, ça va me demander 15 de plus, et on va me poser plein de questions comme ça au fur et à mesure. Est-ce que tu aurais des exemples ou des tips à nous partager sur ce point-là pour qu'on évite justement de produire du work slope dans notre travail? Très bonne question. Le slop, je l'ai pas vérifié, mais ça me fait penser à sloppy, un peu comme quelque chose qui a été fait en coupant les coins ronds. Puis effectivement, il y a même une caricature qui a passé il y a quelques mois de ça, où est-ce que d'un côté on a quelqu'un qui veut rédiger un courriel à partir de 1 ou 2 bullet points, puis la personne qui reçoit le courriel qui dit résume-moi ça en 1 ou 2 bullet points. Finalement, le courriel était le work slope, c'est-à-dire personne l'a lu, personne l'a relu, personne ne voulait vraiment le faire. Il y avait juste les 1 ou 2 points à partager. Puis finalement, on a utilisé l'IA pour emballer ça d'une belle façon polie dans un courriel. Donc ça illustre de façon caricaturale un peu à quoi ressemble le work slope. Puis je pense que tu l'as bien dit, le réflexe à avoir, c'est est-ce que je vais le relire? Puis on se rend compte tranquillement que l'IA devient vraiment performant quand on veut rentrer dans un cadre très strict. On a des règles, on a un formulaire à soumettre, on a tant de mots maximum. Là, l'IA va jouer son meilleur jeu. Mais quand vient le temps d'avoir une production écrite où on veut avoir des subtilités ou peut-être être droit au but, il faut se poser la question, c'est quoi l'objectif que je cherche à accomplir à travers ça? On pourrait s'inquiéter le côté éthique. Les gens qui disent, moi, je vais avoir l'air intelligent, voici, produis-moi une publication LinkedIn qui parle de ça, puis finalement, on ne sait pas de quoi parle notre propre publication LinkedIn, on comprend pas les subtilités, mais elle a l'air intelligente. Je pense que le workflow peut se rendre jusque-là, ou est-ce qu'au final, on l'utilise, mais sans vraiment avoir fait le travail de fond qui est de comprendre. Mm-hmm. Puis ça, en parade, c'est correct. Mais quand vient le temps de creuser, puis de poser des questions, puis d'aller débattre, puis de discuter, on voit vite que c'est cru, que la personne n'a rien appris. Exactement. Donc, je crois que le workshop, c'est une mise en garde. Je l'ai aussi vu du côté image, qui était de produire, d'aller dans ces tendances virales-là, de créer, de participer à, c'est quoi déjà l'emballage un peu à la Barbie. Il y avait eu ça il y a quelques mois où est-ce que tout le monde essentiellement faisait, c'était le starter kit. Ah oui. Ça dit quelque chose? Oui. Et puis ça, ça s'apparente au workshop parce que on exploite quelque chose que l'IA fait, mais pour un contenu qui est futile, éphémère. Dans ce cas-ci, viral. Donc, je l'avais vu également utilisé dans ce contexte-là. C'est un très bon exemple, Rémi. J'aime beaucoup. Deuxième point,
dont on a parlé, c'est la distillation de modèles, quelque chose qui est plus récent en termes de technologie, mais vraisemblablement, ce que c'est, par exemple, si on doit expliquer avec des termes un petit peu moins techniques, j'ai un professeur qui a lu 10 000 références et qui est expert dans son domaine. Le problème du professeur, c'est qu'il est généralement un petit peu plus coûteux et moins disponible. Donc, on va se dire, le professeur va aller former un étudiant ou un stagiaire sur lequel lui va avoir appris 80% peut-être de ce que connaît l'expert, mais lui va être accessible et beaucoup moins cher. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les modèles aujourd'hui d'intelligence artificielle, de pouvoir extraire cette partie-là. Et c'est ultra pertinent. Pourquoi, Rémi? Est-ce que c'est ultra pertinent? La distillation, puis il y a d'autres techniques aussi qui existent. Elle est vraiment utile parce que l'objectif d'un modèle, c'est de s'appliquer de façon générale. On appelle ça la généralisation. Donc, de pouvoir... L'exemple que j'aime donner, c'est on a appris à travers des images ce qu'est une vache. On lui a donné un paquet d'exemples où est-ce qu'on a une vache qui broute, une vache qui dort, une vache dans une étable. Puis là, finalement, on met une vache sur la plage. Pourquoi je parle de la vache? Parce que c'est un vrai exemple qui est arrivé. On voyait qu'une fois que la vache elle est sur la plage, le modèle ne reconnaît pas la vache. Pourtant, tout ce que nous, on conçoit qui correspond à la vache est là. Sa forme, les taches sur son dos, mais le modèle avait capturé que le vert du gazon ou du pré était une caractéristique qui appartenait à la vache. Donc, le modèle professeur veut s'abreuver de toute cette variété-là. Puis, en termes techniques, on parle de matcher la distribution. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est exactement au bon endroit, au bon point. Mais un étudiant, lui, il n'a pas besoin de passer à travers tous les exemples. Ce qu'on peut faire, c'est simplement lui dire, demander au professeur de lui sortir chacun des points de son modèle. Je m'éloigne de l'analogie ici, mais essentiellement de façon technique, il va donner un point pour chacune des partout sur la distribution, puis l'étudiant a juste à trouver de façon très compacte c'est quoi la meilleure distribution. Si je reformule ce que je viens de dire, essentiellement, le modèle professeur utilise beaucoup de neurones pour aller capturer tous les détails qui sont pertinents. Puis ensuite, le tuteur vient simplement utiliser, à force de poser des questions au professeur, il dit « et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, et dans ce cas-là ». Puis simplement, à travers des questions et des réponses, il arrive avec un modèle beaucoup plus économe à des performances similaires. Et ça devient très intéressant parce que dans la dernière année, on a parlé de LLM, Large Language Model, et dans la prochaine année, je sens qu'on va vraiment se tourner vers les SLM, Small Language Model. Ça devient intéressant si on veut être dans des véhicules embarqués, c'est-à-dire sur des ordinateurs, sur des téléphones, sur peut-être même des petites puces qui sont dans des équipements comme une montre intelligente. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre un très grand modèle et l'appliquer là? Il faut faire des sacrifices et la distillation est une très bonne façon de le faire. Il y en existe d'autres, surtout si on veut se spécialiser. C'est-à-dire que c'est la montre intelligente, mais on veut qu'elle soit bonne, mais juste dans le contexte sportif. On peut faire des gros sacrifices par rapport à toute la littérature française, allemande, japonais, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans cette direction-là. Donc, ça peut faire en sorte qu'on a des modèles qui sont hyper compacts. Donc, puisqu'ils sont légers, ils sont plus rapides, ils sont moins coûteux et plus économe, mais aussi en termes de confidentialité. Si tu dis que tu l'as embarqué directement dans ton ordinateur, tu repasses pas par des clouds des géants, par exemple, qui, eux, peuvent garder tes données. Très bon point. En fait, en ce moment, on a un peu l'approche mainframe des années 1980, c'est-à-dire que quand on voulait utiliser un ordinateur dans ces années-là, on se connectait à un ordinateur un vrai ordinateur qui était grand comme une salle, puis on avait simplement accès à un écran. Puis c'est un peu la même chose en ce moment. Quand on va sur le web puis qu'on se connecte à ChatGPT, Claude, Gemini, mais en fait, le moteur de calcul, il est dans le cloud quelque part, bien loin en Arizona. Tandis que il y a déjà des modèles qui existent sur le téléphone où est-ce qu'on peut faire de la reconnaissance sur image. L'image, elle est pas envoyée dans le cloud. Elle est traitée sur le téléphone cellulaire. Donc là, soudainement, la donnée, elle est jamais transférée et centralisée. Ce qui fait en sorte que
les grandes compagnies ne peuvent pas apprendre de cette donnée-là, donc c'est un sacrifice. Ce qui fait aussi que de notre côté, notre donnée privée n'a pas été partagée. Ça peut s'arrêter au téléphone, à l'ordinateur, ou ça pourrait même aller jusqu'à un modem. C'est-à-dire que c'est en direction du cloud, mais ça s'arrête, le calcul est là et ça revient. Donc, dans tous ces cas-là, on parle de système embarqué. Et comme tu le dis, non seulement ça aide au niveau de la sensibilité des données, mais ça aide aussi au niveau environnemental parce qu'un modèle plus compact et plus économe d'argent, mais aussi d'énergie, d'eau potable. Donc, on veut aller dans cette direction-là, assurément. Puis à quel sacrifice? Puis la vérité, c'est que le sacrifice est de plus en plus faible. Nos modèles distillés sont vraiment performants. Et puis, ça va certainement débloquer d'autres secteurs. De par cette confidentialité, moi, je pense beaucoup au secteur de la santé. Justement, secteur public où on veut pas aller là-dedans parce que on se dit les données c'est dangereux, mais c'est vrai. Avec ça, c'est peut-être une bonne solution. Souvent on scande le slogan de la souveraineté digitale, puis ça touche un peu à ça. L'idée c'est que nos données canadiennes, on veut qu'elles restent au Canada, nos données québécoises, on veut qu'elles restent au Québec. Donc comment on fait pour s'en assurer? Effectivement, des SLM nous permettent de se rapprocher de cet objectif-là. Et le troisième point, c'est le paradoxe de confiance. Dans l'épisode, Jean-Luc nous expliquait que sa blonde est médecin et elle utilise Curway, qui est une application de transcription de la prise de notes à session. C'est pas vraiment une session, mais de ton rendez-vous avec le médecin. Et elle a jamais eu de refus de la part de patients pour ne pas utiliser l'outil. Et donc, ce que ça nous permet de voir, c'est la confiance qu'on accorde à une autorité supérieure. Dans quel cas, je suis patiente, j'ai confiance 100% au médecin, donc des outils qu'il va utiliser. Et c'est quelque chose qui est super pertinent parce que des fois, dans l'intelligence artificielle, on va se dire « Ah non, j'ai pas confiance en l'outil. Puis, est-ce qu'on va le creuser, oui ou non ?» Mais parce que ça vient d'une personne qui est... sur lesquels on a confiance, parce que la personne utilise, dans ces cas-là, on est d'accord avec cette utilisation-là. C'est pas nécessairement mauvais, puis c'est bien que c'est Jean-Luc qui l'avait soulevé dans l'épisode. Il faut le nommer. Hey, la confiance, ça se gagne. C'est pas dû. Donc, effectivement, faut lever le drapeau et dire, c'est pas parce que le docteur dit que c'est correct, ou c'est pas parce que le docteur le suggère que c'est nécessairement correct. Par contre, on peut faire confiance en le docteur, en une amie, en un centre hospitalier, en une institution. Puis dans ce cas-ci, faut le dire, Curway et Plume AI, deux preneurs de notes de rencontres automatisés dans le système de la santé, sont passés à travers un processus de certification. Ça veut dire que des personnes dont le travail est de valider, OK, où va la donnée, à qui appartient la donnée, qu'est-ce qui est enregistré, comment c'est enregistré. Donc, cette gestion-là, elle est faite de façon sécuritaire et responsable. Moi, je ne sais peut-être pas que ces institutions-là existent. Donc, je délègue ma confiance en un docteur qui, lui, l'a délégué dans son hôpital, qui, lui, l'a délégué au processus de certification. Donc, cette chaîne-là, elle est valide. De l'autre côté, de l'autre extrême, on pourrait dire non, il faut questionner tout, il faut faire confiance à rien. Puis ça vient avec une charge mentale énorme parce qu'il faut s'instruire sur toutes les certifications qui existent, puis aller au fond des choses, lire les conditions générales d'utilisation, se dire où va me donner, comment elles sont, puis c'est aussi une façon très responsable d'agir. Comment on fait pour jongler à travers ça? Souvent, au final, il faut faire un milieu des deux. On a confiance en un avocat, on a confiance en d'autres institutions qui l'ont utilisé. On a lu ou on a une politique qui balaie les termes généraux d'utilisation. D'ailleurs, ça, j'utiliserai l'intelligence artificielle pour le faire. Ça peut nous permettre d'avoir le juste milieu entre j'ai validé de mon côté, puis en plus, je vois que la communauté l'accepte. Il y a des processus de certification rigides à travers lesquels certains outils, que ce soit Curway ou que ce soit votre outil de transcription au bureau, là, ces outils-là peuvent passer à travers les certifications. Si elles l'ont fait, fantastique. Elles méritent probablement votre confiance. Exact. Ça me fait penser à une dernière petite chose de toutes les lois qu'on essaye de mettre autour de l'intelligence artificielle, c'est justement pour ça aussi, pour avoir confiance en l'outil, s'assurer que les choses sont bien faites, plutôt que n'importe qui va inventer quelque chose puis tout le monde va l'utiliser sans vérification aucune. C'est ça l'un des gros dangers, des avertissements qui ont été émis autour de l'IA, c'est la rapidité avec laquelle c'est arrivé aux mains de tout le monde et ça n'a pas été vérifié et donc là on se retrouve avec des problèmes
le point positif, c'est tout ce qui est dans le domaine de la santé. On l'a vu dans certains des épisodes, on va le voir dans certains prochains épisodes. Le prochain, l'autre d'après. Celui d'après, exactement, que c'est long et fastidieux avant d'amener un outil dans le domaine de la santé, mais ça a ses raisons, puis notamment de s'assurer que tout est vérifié, que la donnée s'en va pas quelque part, que les choses sont bien protégées, ça c'est formidable. Et ça nous amène à notre conclusion que le prochain épisode sera avec Martin et Mathieu. Oui. Et on va parler de quelque chose que l'IA ne peut pas remplacer, c'est la relation humaine. À ça, j'ai très hâte. Moi aussi. Merci Laetitia. Merci Rémi.